On part maintenant dans le centre de la France, près de Roanne, avec Jean-François Harel. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, ouais. Il est tard là au moment où on tourne, le temps d'enchaîner les interviews. Comment, même question, avant le second tour, qu'est-ce qui est le plus important à vous de redire aux gens sur les Gilets jaunes? Alors, beaucoup de choses. D'abord, merci à François d'honorer la charte de Munich des journalistes. Ça devient de plus en plus rare, donc bravo. Et puis, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de Français, avec ou sans Gilets jaunes, qui comprennent que nous sommes en plutocratie, c'est-à-dire le pouvoir des riches, et que nous avons depuis trop longtemps dérivé en absurdistan. C'est-à-dire que tout ce que nous vivons est totalement incohérent, puisque ceux à qui le pouvoir est confié, que ce soit des notaires, des huissiers, des juges, jusqu'aux hommes et aux femmes politiques, ils sont censés s'occuper de notre avenir, et visiblement, ils ne s'occupent que du leur et pas du nôtre. Donc il y a plein de choses qui commencent à sortir, ça va de la vaccination jusqu'à la monnaie, dans tous les domaines, dès qu'on fouille un petit peu, c'est d'une absurdité sans nom, et nous vivons actuellement le basculement par rapport à tout ce qui se passe, où nous voulons changer de paradigme, nous voulons plutôt être dans la joie, dans l'harmonie, et s'aimer les uns les autres, plutôt que d'être tous des concurrents et savoir qui aura plus de pièces par abus de confiance dans sa poche. Et tout le mouvement, aujourd'hui, est en train de monter et de faire une vague que personne ne pourra arrêter. Alors du coup, on a beaucoup évoqué, depuis cette émission a commencé depuis un petit moment, on a beaucoup déjà évoqué tous ces éléments autour des Gilets jaunes. C'était bien pour vous de l'évoquer, mais du coup, qu'est-ce que vous, individuellement, vous avez ressenti en tant que Gilet jaune? Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir Gilet jaune, ou qu'est-ce que vous avez vu sur les manifestations? Et voilà, tous ces éléments. Alors tout d'abord, au niveau des manifestations, ce qui était extraordinaire, c'est de croiser des personnes, quel que soit l'âge et le niveau social, qui étaient exactement sur la même ligne, qui se posaient les mêmes questions et qui finalement étaient juste dans le bon sens, dans le bien commun. Et qu'est-ce qu'on fait ensemble pour que ça change? Parce que c'est de plus, comme je disais tout à l'heure, c'est absurdistan. Donc il y a énormément de rencontres, il y a beaucoup de liens qui se font, même si c'est dans le silence. Bon, à part François, peu en parle, et il y a une vague énorme qui est en train de monter par des rencontres, quelle que soit la motivation et l'origine de la motivation d'aller manifester pour se joindre et de faire qu'il y a quand même du monde dans les rues. Et bien il y a plein de personnes qui se rencontrent, qui gardent des liens, comme le fait Gérard, comme le fait Adama, et qui font qu'aujourd'hui il y a une vague énorme qui est en train de monter pour dire ça suffit, on veut changer de système. Mais aujourd'hui, nous savons que, comme l'a dit Coluche, hélas, si voter changeait quelque chose, il y a longtemps que ce serait interdit. Et là, tout l'objet de la démarche, c'est d'essayer de le faire mentir, puisque par rapport aux points de vue qui ont été échangés avant, vous avez le parti du vote blanc qui a été créé par Stéphane Guyot. Et si demain matin, dimanche prochain, 95% des suffrages exprimés, il y en a 80% de vote blanc, le résultat sera considéré d'une manière complètement différente que s'il y a 40 ou 50% d'abstention, puisque dans la Constitution, il n'y a pas de quorum minimum, alors que ça existe dans d'autres pays, pour que quel que soit le résultat exprimé, il faut qu'il y ait un minimum de suffrages exprimés. Or, aujourd'hui, il n'y en a pas, jusqu'à l'Assemblée nationale où, à 4 heures du matin, une petite centaine de députés peuvent voter une loi alors qu'ils ne représentent rien du tout par rapport aux 577 députés. Donc il y a des failles dans tout le système, et aujourd'hui, on est en train d'expliquer à ceux qui nous gouvernent que bon ne s'écrit pas avec un C. Qu'est-ce que les Gilets jaunes, quelle est la place des Gilets jaunes dans le changement de paradigme que vous imaginez? C'est la mobilisation visible de tous ceux qui veulent que ça change et qui, en paix, en se mobilisant sur les ronds-points et en manifestant dans les rues le samedi, dont beaucoup à Paris. Alors bien sûr, tous les chiffres sont faussés. Quand il y en a 100 000, on n'était que moins de 10 000. Et c'est la partie visible de tous ceux qui en ont marre, qui disent stop. Et quand il y a femmes et enfants dans la rue, on comprend pas pourquoi est-ce qu'on est tous encadrés tous les 10 mètres par quasiment des policiers avec quasiment en armure avec les matraques au cas où, alors que c'est femmes et enfants et personnes âgées qui viennent défiler pour dire ça suffit. Donc tout ça est une énorme mascarade, une manipulation, et on est en France et on ne lâchera jamais.
Ça, c'était quelque chose qui était un élément qui était intéressant, qu'on a peu évoqué dans cette émission, c'est le comptage des chiffres des manifestations, de nombre de manifestants. Et on avait sorti avec Wolf Wagner, qui avait beaucoup suivi le mouvement des Gilets jaunes, il y a une vidéo vers laquelle je vous renvoie, où il explique comment sont fait le comptage des manifestations, où vous, justement, vous retrouvez que ce comptage était biaisé, souvent. Vous avez dit, quand vous étiez 100 000, on disait à la télé que vous étiez 10 000 Oui. seulement. Et comme il n'y a personne pour dire le contraire, et que beaucoup sont totalement hypnotisés par les grands médias, ils croient ce qu'il dit. Puisque... Comment vous arriviez à calculer vous-même? Alors nous-mêmes, non, mais par rapport à des croisements de personnes, ceux qui sont au début, ceux qui sont au milieu, ceux qui sont à la fin, on se connaît, on compte, et puis très très vite, on est d'accord sur les choses. Il y a des spécialistes qui savent faire ça, qui ont appris, et quand on repart avec les chiffres et que le soir, on nous dit ce qui est dit sur les grandes chaînes, on voit bien qu'il y a quand même un gros problème, parce que ça dérange. Et quand on parle que des chiffres globaux sur toute la France, dès que vous voyagez un peu, que vous allez, que ce soit à Roanne, que ce soit à Lyon, que ce soit à Nîmes ou à Brest, il y a énormément de Français qui disent stop. Et bien sûr, tous les chiffres doivent être manipulés pour faire que c'est juste, allez, il y en a quelques-uns dans la rue et ça compte pas. Donc c'est de la manipulation totale, dans la peur, la désinformation. Et là, tout le monde commence à comprendre que ça suffit. Si c'est pour notre bien, pourquoi pas? Sauf que visiblement, c'est pas pour notre bien. Et toute la démarche aujourd'hui des Gilets jaunes, là je m'adresse à vous en tant que porte-parole de Alliance du Peuple, parce que Bernard Claudel et Roger Mire n'ont pas pu venir à votre invitation. C'est tout simplement sur 3 points. Le premier, c'est tout simplement d'avoir notre liberté. C'est-à-dire que c'est nous qui décidons, selon à la fois le serment d'Hippocrate, selon la charte d'Oviedo, c'est nous qui décidons nous-mêmes de notre santé. C'est-à-dire qu'on doit être informé, mais quelles que soient les informations qui nous sont données, c'est nous qui décidons qu'est-ce qu'on met dans notre corps et comment on fait. Après, on est responsable. Donc visiblement, ça, c'est pas respecté. La deuxième chose, c'est la mise en place du référendum d'initiative citoyenne, mais avec aussi des lois qui font qu'un élu qui ne respecte pas la loi, on met pas 3 mandats pour lui dire t'as poussé le bouchon un peu loin, donc t'es à abus de confiance, donc c'est tout de suite dehors, et d'y associer, parce que le RIC est un outil, d'y associer les agoras citoyennes de France. Pour faire très très court, une agora est composée de 45 volontaires et une agora correspond à un siège de sénateur. Et donc, chaque agora a un délégué qui siège au Conseil national de la citoyenneté, bien évidemment avec une modification article 3, article 11, article 89 de la Constitution. Et c'est le peuple qui décide, par ces réunions à travers les agoras et le Conseil national de la citoyenneté, est-ce qu'on fait un référendum d'initiative citoyenne? Est-ce qu'on fait une abrogation de loi? Est-ce qu'on fait une modification de loi? Ou est-ce qu'on crée une loi? Plutôt que d'avoir des personnes à qui, jusqu'à présent, depuis maintenant très longtemps, trop longtemps, on leur donne un mandat pour nous représenter, mais une fois qu'ils sont élus, ils sont sur un strapontin et ils font ce qu'on leur dit. Donc au bout d'un moment, il faut qu'on arrête tout ce système. Et le troisième point, c'est surtout la notion de pouvoir d'achat par rapport à l'argent. Et il y a plein de solutions, dont une très simple, qui est on va dire une taxe de 1,8 à 2% sur tous les transferts financiers, qui permet de financer à la fois les charges patronales et les charges salariales. Ça veut dire que le salaire brut devient le salaire net, et pour l'entreprise, elle ne paye plus les charges patronales, donc soit elle en répartit un peu pour ses employés, soit elle améliore sa marge pour pouvoir investir et développer son entreprise. Donc ça veut dire qu'on peut augmenter tous les salaires par ce système-là, on peut financer l'augmentation des retraites, on peut faire des choses très concrètes, même si aujourd'hui on voit bien les candidats qui nous font que des promesses. La première question, c'est pourquoi vous ne l'avez pas fait avant. La deuxième question, c'est pourquoi est-ce que vous ne traitez que les effets et non pas les causes? Parce que si on traite les effets, que ce soit la délinquance, les vols, le pillage ou autre, pourquoi est-ce qu'on ne traite pas ça à l'origine? Vous avez des juges qui sortent de l'école et ils deviennent juges. Ils n'ont aucune expérience sur le terrain. Au même titre que les policiers. Les policiers, jusqu'à il y a encore plus de 20 ans, ils ne rentraient dans la police qu'à 30-35 ans. Donc ils avaient une expérience de 5 à 10 ans dans la vie normale sans avoir un uniforme et un pistolet sur eux. Alors que là maintenant, c'est des jeunes qui sortent de l'école et ils deviennent tout de suite policiers avec une autorité. Donc ils ne font aucune différence en fonction de la personne qui est en face d'eux. Est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'elle est honnête? Est-ce qu'elle n'a pas fait exprès? Ou est-ce que c'est tous des délinquants et il faut mettre un PV pour avoir une commission à la fin du mois?
Donc tout le système s'est complètement inversé par rapport à la relation humaine. On a affaire à qui? Et comme ça a été dit tout à l'heure, un chef d'entreprise un peu trop formaté et enfermé dans le système, il a juste des esclaves lobotomisés à qui il dit « si tu viens pas à 9h demain matin, je te paye plus ». Alors qu'il a juste oublié que la veille au soir, il a travaillé sur son ordinateur jusqu'à 2h du matin pour que le dossier soit fermé. Donc on est dans un absurdistan. Et là, il y a beaucoup de gens qui se réveillent, des chefs d'entreprise, même des cadres dans l'administration. Pour résumer, vous avez à peu près dans l'administration française 30% qui sont totalement dans le but d'exploiter le système, quelle que soit la raison. Vous en avez 30% qui ont bien compris ce qui se passe, mais ils cherchent un peu comment faire. Et vous en avez 30% qui ont très bien compris, qui ne disent rien et qui attendent que le peuple prenne son avenir en main pour dire on est avec vous et on a toutes les clés, on a toutes les réponses pour que tout ceci, donc les causes, n'existent plus. Que ce soit... on a un gros dossier d'un notaire qui abuse de confiance et qui est en train de tenter de piller 5 millions d'euros à quelqu'un avec un faux testament holographe. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est juste énorme. Donc, au bout d'un moment, ceux à qui on confie une responsabilité assermentée ne doivent pas être ceux qui viennent nous piller d'abord. C'est ceux qui doivent nous protéger. Et aujourd'hui, que ce soit les militaires, que ce soit la police, les pompiers ou la gendarmerie, il y a un être humain sous l'uniforme. Et il y en a de plus en plus qui se réveillent et qui ont bien compris ce qui se passe. Et ils nous attendent. Et justement, pour essayer d'aboutir sur certains projets, vous avez... des échéances bientôt, vous savez pas encore quand? Alors, ce qui est en train de s'organiser, c'est que tous les groupes qui, dans leur domaine, se sont engagés, ça va des cantons solidaires autonomes, ça va de Réaction 19, tous ceux qui, sur le terrain, ont pris en charge de dire « nous, on s'engage », alors chacun dans son domaine, y compris pour les législatives, y compris pour les municipales, y compris pour l'autonomie, y compris par rapport à la sécurité. Il y a plein de groupes qui sont en train de se rassembler et peut-être avant l'été, il y aura une date qui sera communiquée pour que tout le monde se rassemble sur la même vague, la même détermination, quel que soit le résultat des élections présidentielles, quel que soit le résultat des élections législatives, si elles ont lieu normalement. C'est-à-dire que le peuple français va dire on est tous ensemble sur la même ligne, comme l'a fait déjà Place d'Armes avec les retraités militaires qui ont pris la parole et qui ont dit des choses quand même extrêmement précises et très diplomatiques, mais qui ont bien compris ce qui se passe. Et tout ce mouvement est en train de se rassembler pour faire qu'une seule vague. Il n'y a pas de chef. Et l'idée, c'est que, effectivement, pour synthétiser la chose, nous partageons le fait que il n'y a qu'une race d'humains qui a bien plusieurs ethnies. Tous frères et sœurs en main, la France en fera ses épanouis. Le lien fondamental de la sérénité est la confiance qui se mérite pour ne jamais être entamé dans l'amour de nos pépites. Dans la force d'union et d'espoir, rien ne pourra nous résister. La gratitude est notre savoir et l'engagement notre salubrité. Et le bonheur est indispensable à chaque instant présent. Tous citoyens responsables, c'est tous bien nous, présidents. Le poème a eu du succès, là. C'est tout le mouvement du peuple français qui dit « ça suffit, c'est nous qui décidons, nous voulons une vraie démocratie et non pas juste de donner un mandat à des personnes qui nous prennent pour des cons ». Merci, Jean-François. Nous sommes maintenant avec Marie-Charlotte. Marie-Charlotte, bonjour. Bonjour. Donc, vous manifestez surtout en région parisienne et vous êtes souvent avec Sylvain Baron, justement, qui était là. Vous faites partie d'un groupe Vigimédia. Vous, là, c'est le traitement médiatique qui vous a beaucoup choqué, on peut le dire, ces dernières années? Oui. Alors, c'est vrai que Sylvain avait déjà initié ces manifs devant les médias depuis plusieurs années. Et moi, ça va faire un petit peu moins de 2 ans que maintenant je me suis greffée en fait à son idée de manifester devant ces médias qui ont oublié en fait leur rôle qui est d'informer la population. Et ils fabriquent l'opinion. Ils ne respectent pas la charte de Munich qui est leur devoir déontologique. Pour ceux qui ne connaissent pas la charte de Munich, effectivement, c'était un traité sorti donc dans les années 70 et qui, pour les journalistes,
devrait nous obliger, justement n'oblige pas, on se bat beaucoup pour ça à François, mais pour que l'on respecte la réalité de ce qu'on voit. C'est une sorte c'est des obligations informelles. D'ailleurs, dans un des devoirs, il est bien précisé qu'il ne faut pas confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste. Et on voit avec le traitement de l'information actuellement que ce devoir-là n'est pas du tout respecté. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez vu? C'est les médias de masse, vous, en général? Oui, les médias de masse, parce que bien sûr, il y a des médias indépendants qui font correctement leur travail. Mais là, on parle vraiment des médias du type BFM, TF1, M6. Avec les Gilets jaunes, là, vous n'avez pas supporté? Vous trouvez que la réalité qu'ils montraient, le narratif qu'ils montraient n'était pas la réalité? Oui, de suite, les Gilets jaunes ont été taxés de fascistes, d'extrême droite, parce qu'ils étaient en opposition avec ce système. Et, alors que dans la réalité, c'est très loin d'être le cas. Donc, c'était le plus marquant, c'était de traiter de fascistes et d'extrêmes? Oui, et puis de mettre en avant certains événements, des feux de poubelle par exemple. Les caméras étaient braquées sur ce genre de choses, au lieu de venir interviewer les gens et d'avoir à récolter les revendications des gens. Et pourquoi ils étaient dans la rue? Parce que tout le monde n'a pas été dans la rue pour les mêmes raisons. Alors, il y en a, c'est pour l'augmentation du carburant, mais d'autres, c'était peut-être pour un changement de système. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas le pouvoir d'achat qui m'a fait descendre dans la rue. Moi, je veux un changement de système radical, où on prend en considération l'humain et pas la finance. Qu'est-ce que vous avez vécu sur les manifestations quand vous y étiez? Comment est-ce que vous avez vu qu'est-ce qui vous a fait devenir à la base gilet jaune aussi? C'est vrai que je me plaignais beaucoup dans mon coin, et quand j'ai vu l'émergence de ce mouvement, j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'intéressant justement pour enfin mettre un bon coup de pied dans la fourmilière. Et du coup, de suite, je me suis investie. Alors, j'ai pas été manifestée tout de suite. J'ai mis peut-être deux mois à aller dans les manifestations parce que c'est pas dans ma culture. 2 mois? Oui, peut-être environ 2 mois. Ça va, il y en a qui ont... J'en ai parlé avec certains qui ont attendu 2 ans. Mais c'est pas dans ma culture. Moi, j'avais jamais été manifestée de ma vie, donc les premières manifestations, je suis rentrée dans le dur direct. C'est donc quand même très violent. Plus tard, j'ai participé à celle Place d'Italie au 1 an des Gilets jaunes, où on a été nassés, gazés, impossible de sortir. Ils nous faisaient tourner en bourrique à l'intérieur de la place en nous disant oui, vous pouvez sortir là. Puis à chaque sortie, on nous disait non, il faut aller là. Donc, c'était assez irrespirable. La police vous baladait? Oui, la police nous baladait. Ouais. C'est ce que vous avez ressenti? Ah oui, c'était littéralement ça. Puisqu'ils n'avaient pas tous les mêmes infos, puisque un tel nous disait il faut sortir là, puis on allait à cet endroit-là, il fallait encore aller à un autre endroit, et comme ça en permanence. Quoi. En fait, on va vous dire que vous aviez forcément une porte de sortie pour... Ça a été très très dur de la trouver, en tout cas. Vous êtes senti enfermé sur cette place, et ensuite il y a eu des grenades de désencerclement. Qu'est-ce que vous avez vu? C'est ce jour où il y a, je ne me rappelle plus son nom, mais... une personne qui a reçu un LBD dans l'œil. Donc le LBD, c'est les grosses balles qu'on utilise, qui ne peuvent pas tuer. C'est des armes qu'on utilise pour repousser la population, les manifestants, les protestataires, mais qui ne peuvent pas tuer. Qui ont ça dépend après où on peut la recevoir aussi, parce que si on reçoit ça en pleine tête, ça peut quand même tuer malgré tout. Hein. En tout cas, là, ça a laissé un mutilé à vie. Et qui ne pouvait pas sortir parce qu'il était nassé sur cette place. Oui, puis en plus là où il était, en l'occurrence, il était en train de parler tout calmement, et d'un coup il s'est reçu ça dans plein visage. Quoi. Donc on a puni des gens pacifistes, c'est comme ça que vous l'avez ressenti? Ah oui, il fallait faire des exemples pour éviter justement qu'il y ait du monde qui se révolte dans la rue. Vous pensez que les politiques et l'administration de la police a voulu faire des exemples? Oui. Ils ont voulu faire peur à la population? Oui. Pour quelle raison? Pour éviter justement qu'il y ait une masse de personnes dans les rues
à revendiquer leurs droits. Et, pour éviter que leur les gens liberté. disent juste, présentent leurs conditions de vie. Tout à fait, il fallait leur faire peur. Puisque c'est une bonne façon de régner. Avec la peur, on peut soumettre une population. Et d'ailleurs, on voit, depuis 5 ans, ça marche uniquement comme ça. Là, vous ne voyez pas d'autre explication à ce que vous avez vécu sur cette place? Non, il fallait faire des exemples, il fallait faire peur à la population pour pouvoir la soumettre. Quand est-ce que sera votre prochaine manifestation? Alors on organise mercredi C'est 4 avec le mai, collectif Vigimédia, voilà. qui a été créé récemment. Oui, c'est assez récent. Alors, pour quelle raison créer un collectif? Pour essayer de communiquer de manière un peu plus claire, structurée, voilà, pour pouvoir avoir plus de monde sur nos rassemblements, parce que beaucoup de gens se plaignent du traitement de l'information, mais ils ne sont pas assez nombreux à venir sur place pour mettre les journalistes face à leur façon de traiter l'information. Nous, on veut être un petit poil à gratter dans ce système médiatique. Politiquement, est-ce que vous souhaitez répondre? Comment est-ce que vous voyez les Gilets jaunes face à ce second tour, face à cette élection présidentielle en général? Alors, je ne sais pas si on peut dire les Gilets jaunes, parce que finalement, il y a des Gilets jaunes. Enfin, tout le monde a... Une pluralité, il n'y aura jamais de consensus. J'aimerais qu'il y en ait. Mais on voit que sur le terrain, c'est compliqué, ne serait-ce que sur les manifestations, c'est compliqué déjà d'arriver à se réunir sur une seule manifestation. Donc sur un vote, ça me paraît très très compliqué. Donc je pense que chacun va faire en son âme et conscience. Moi, tout ce que je sais, c'est que moi, je veux dégager Macron. Il est hors de question, même si j'ai peu d'espoir. Je pense qu'il va repasser. Mais en tout cas, moi, à mon petit niveau, je vais faire en sorte qu'il ne repasse pas. Parce que c'est quand même une personne très dangereuse pour l'avenir de notre pays et de nos enfants. Parce que c'est eux qui vont trinquer aussi derrière. Est-ce que les Gilets jaunes, est-ce que cette élection pourrait diviser les Gilets jaunes? Comment est-ce que vous voyez l'avenir, justement? Est-ce que les Gilets jaunes sont à un carrefour de leur histoire? Est-ce que pour l'instant, est-ce qu'il y a une forme... Même s'il y a ces divisions politiques, pour l'instant, il y a une forme d'union, sauf si... est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Une union de... L'union où vous portez toujours le même gilet jaune, sans la fierté de le porter? Alors, le résultat de ces élections, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout si ça va créer l'union ou la désunion. Enfin, on verra en fonction des résultats, je pense. Merci beaucoup, Marie-Charlotte. Merci. Notre dernière invitée, Emma, qui est venue témoigner, qui manifestait en région parisienne. Bonjour Emma. Bonsoir Romain, merci Bonsoir. beaucoup pour cette invitation. Alors la particularité avec vous, pour commencer, je souris mais c'est pas du tout drôle, puisque c'est que vous avez fait peu de manifestations de Gilets jaunes, parce que vous avez été traumatisé des manifestations, mais déjà d'avant, c'est-à-dire que vous aviez eu des manifestations, vous aviez eu des violences policières, je crois. Dès 2015. Avant les Gilets jaunes, j'étais militante à Greenpeace. Et à cause des attentats du Bataclan, la veille de la marche climat, moi je reçois un mail de Greenpeace qui dit on annule tout, la marche climat est annulée. Vous pouvez aller à la chaîne humaine le matin si vous voulez, mais la marche climat annulée. On a marché jusqu'à République pour voir ce qui s'y passait. On était à peu près 2000. On était pris en souricière et pendant à peu près 3 heures, 4 heures, gaz lacrymo, on ne pouvait pas trop sortir, ils nous faisaient sortir au compte-gouttes. Si on voulait sortir, il fallait montrer patte blanche et dire qu'on ne revenait pas. Enfin, moi, j'avais pas conscience au moment où je le vivais que ça allait me laisser telle marque affective. Mais, ça vous a traumatisé? Oh, je l'ai très très mal vécu. Je ne pouvais plus dormir après et puis surtout, ça a été un dilemme moral énorme parce que je venais juste de devenir fonctionnaire, j'avais obtenu le CAPES, j'en étais très fière.
Et d'un seul coup, c'était aussi des fonctionnaires, des employés de la fonction publique qui nous nassaient, nous gazaient. Il n'y avait pas les LBD, en tous les cas à ma connaissance à ce moment-là à l'époque. Mais c'était presque des collègues et je me voyais en train de me battre avec eux. Je me disais, mais ça, c'est complètement incohérent. Donc voilà, moi cette époque-là a été une grosse secousse dans ma vie. D'ailleurs, j'ai décidé par la suite de démissionner de l'Éducation nationale. Et j'ai choisi à l'époque de m'intéresser vraiment à l'éducation en me disant la solution est forcément là. Et au 3e acte des Gilets jaunes, le 8 décembre, je me retrouve très très angoissée à l'idée de partir en manifestation. En plus, ce jour-là, il y avait à nouveau une marche climat organisée. Okay. Donc j'étais chez moi très angoissée à me dire bon, je vais pas faire de crise d'angoisse, sinon je peux pas aller manifester, mais j'ai peur. Et d'un seul coup, je vérifie mon téléphone avant de partir. Et là, je vois en live une conférence avec Maxime Nicole et des militants du RIC, notamment Étienne Chouard, mais d'autres. Et du coup, je reste chez moi et je regarde ça en live sur Facebook. Donc Étienne Chouard, qu'on a reçu ici, qui prône le référendum d'initiative citoyenne, mais surtout de devenir constituant, ça même, de réécrire la Constitution. Nous-mêmes. Pour lui, c'est la solution politiquement, c'est d'arrêter de voter, mais de pouvoir que chaque citoyen puisse écrire. C'est ça. Et notamment à cette conférence, il y avait aussi Yvan Bachot, qui lui est beaucoup plus sur le référendum d'initiative citoyenne et qui est celui qui est connu pour avoir ramené Étienne Chouard vers le référendum d'initiative citoyenne. Et alors, je suis restée dans cette conférence et il s'est passé 2 choses. Déjà, j'ai remarqué qu'on était 8000. Donc ça, je me dis, ouais, 8000, c'est fort quand même sur Internet, tous ensemble. Et à la fin, pour la première fois, je me suis fait censurer par Facebook. Ça m'était jamais arrivé avant. Et alors, je retourne sur le chat de la... Alors, censurer, comment ça, en mettant un commentaire, c'est quoi ? J'avais partagé, en commençant à regarder la conférence, je la partage sur Facebook. Et à la fin de la conférence, je reviens sur Facebook et je vois que mon partage a été refusé. Donc c'est juste parce que c'était une réunion entre Maxime Nicole, donc un gilet jaune célèbre, on peut dire, qui a été beaucoup le porte-parole de ce mouvement, enfin de certains, et Étienne Chouard, et juste Facebook a censuré ça. Sans dire de... La raison, c'était contenu sensible. Contenu sensible. Voilà. D'écrire la Constitution, c'est un contenu sensible. Moi, j'ai pas compris, mais eux, ils savent sûrement pourquoi ils ont fait ça. Facebook, ils savent sûrement. Ah, je pense qu'ils savent, j'espère, parce que... Ce sera embêtant pour eux. J'espère pas, mais je m'en doute bien, en tous les cas. Et en revenant sur le chat de la conférence, là, j'ai vu qu'on avait tous été censurés, en fait. Tout le monde était revenu dire « Oh là là, mon partage a été censuré !» Et je me suis dit « Tiens, non seulement c'est la première fois que je suis censurée sur Facebook pour un sujet aussi intéressant, là, tout du long de la conférence, il y avait des appels à rester les plus pacifistes jusqu'au bout, en fait, pacifique et rien d'autre, ne pas être violent, ne pas casser. Il y avait des discussions sur comment approcher les médias. C'est durant cette conférence que j'entends pour la première fois le nom de Sylvain Baron et de son initiative sur la Manif Média. C'est vraiment, c'est une conférence où d'ailleurs je l'ai re-regardée ensuite en me disant mais j'y ai appris beaucoup de choses, beaucoup de stratégies, beaucoup d'idées. Comment se fait-il qu'elle soit censurée ? À aucun moment il y a d'appel à la violence ou d'appel à ne pas respecter la loi. Bref, ça m'a convaincue et j'ai rejoint beaucoup plus sérieusement les Gilets jaunes en me disant je vais aller dans le local. J'habitais encore à Vitry-sur-Seine à l'époque. Et il se trouve que 2 jours plus tard, je trouve au rond-point du Macval des Gilets jaunes. Donc je les rejoins, on se parle de l'appel de Commercy, on se dit on va faire assembler. Donc j'ai vogué un peu avec ce groupe-là. Moi, je revenais souvent en disant mais quand même, le référendum d'initiative citoyenne, en toute matière, me paraît très important. Et ça m'a permis de faire d'autres rencontres, notamment d'aller vers le groupe maintenant dont certains étaient là ce soir, de la Manif Média, de Vigimédia, et de proposer au groupe de Vitry d'organiser une votation citoyenne en parallèle des européennes. Ce qu'on a fait, on a réussi à faire voter 35 personnes sur un des bureaux centraux de la ville. On ne fait pas de propagande, on fait voter le RIC aux citoyens en fait, pour savoir s'ils le veulent. Alors, 2 livres qui m'ont beaucoup aidé, c'est le référendum d'initiative citoyenne expliqué à tous, qui est sorti début des Gilets jaunes, de mémoire, 2019, et celui que j'ai apporté aussi aujourd'hui, écrire nous-mêmes la Constitution. Celui-là,
il est symbolique parce que Étienne Chouard, il en parle comme d'un recueil où il a pris les différentes choses de Rond-Point qu'il a entendues et il a enrichi le premier ouvrage qu'il avait fait comme ça. Il était venu avec cet ouvrage justement, quand il était sur ce plateau il y a 10 mois, en juin dernier. Si c'est possible, j'en ai entendu parler. En tous les cas, moi je l'ai beaucoup utilisé, je l'ai ramené en manifestation, j'ai essayé d'en parler. Et à côté de ça, comme je ne suis pas toute seule dans cette idée-là et qu'elle est assez salvatrice, d'autres collectifs ont continué à se former autour du référendum d'initiative citoyenne. Comme ça, je pense à Objectif RIC, Culture RIC. Alors, du coup, ça a collé avec des moments d'atelier, d'entraînement. Et puis, au fur et à mesure, je me suis retrouvée à aller vers le mouvement constituant populaire et à reparticiper à l'organisation d'une votation. Cette fois-ci, c'était en juin dernier, à Montrouge. Et là, on a fait voter 209 personnes. Et c'était encore plus intéressant parce qu'on avait 2 questions cette fois-ci. Êtes-vous pour ou contre la mise en place du référendum d'initiative citoyenne ? Et on avait 3 questions, et une sur le vote blanc. Êtes-vous pour ou contre la prise en compte du vote blanc ? Et êtes-vous pour ou contre le casier judiciaire vierge pour les candidats à la représentation ? Ce qui est intéressant, c'est que déjà, en faisant ça, on met en action le principe dont on parle beaucoup quand on parle du référendum d'initiative citoyenne, on en parle, mais faire des votations, ça permet de le vivre, en fait, de vivre ce moment où on prend ce bulletin et on vote. Parce qu'on se dit beaucoup, on a le droit de vote, mais on n'a que le droit d'élire en France. On n'a pas le droit de vote. On ne l'a pas encore. On ne fait qu'élire. Et quand on fait les votations citoyennes, là, on propose à des passants, des citoyens, d'avoir le droit de vote. Ça, je sais pas, pour l'avoir fait déjà ces 2 fois-là, moi, à chaque fois, ça a été des moments très, 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 très forts, très intenses d'échanges et de réalisation que l'avenir se jouait là. Et là, ces derniers mois, j'en suis arrivée jusqu'à rejoindre un mouvement qui s'appelait Espoir RIC, qui avait une stratégie pour les présidentielles. Le parti de Clara Heger. Exactement, que vous avez reçu aussi. Voilà, j'ai suivi Espoir RIC jusqu'au moment où, il y a 1 semaine et demie, je me trouvais à la salle rue de Patay, à côté de Jean Lassalle, pour dire que j'allais voter pour lui, parce que Jean Lassalle a quand même fait quelque chose d'historique. Il a signé un acte notarié pour promettre, s'il était élu, de publier un décret avant les législatives qui nous permettait en septembre 2022 d'avoir au référendum la proposition de loi 4516 écrite par les Gilets jaunes, proposée par M. Lassalle au Parlement, qui n'a jamais été débattue d'ailleurs, mais là on l'avait en septembre 2022, référendum là-dessus. Est-ce que nous, tous les Français, ça y est, on veut décider différemment des règles du pouvoir ? Voilà, M. Lassalle n'a pas passé le premier tour. Pour le deuxième tour, Espoir RIC continue à essayer de demander des engagements aux candidats sans... Comment je vais dire ça ? Ils n'ont pas eu les parrainages, déjà, Espoir RIC. Oui, voilà, Clara n'a pas eu les parrainages. Monsieur Lassalle a fini par reprendre la mesure Espoir RIC, mais 1 semaine avant le premier tour, moi j'en étais très heureuse, mais voilà, j'étais aussi un peu dubitative sur pourquoi pas plus tôt. Alors, qu'est-ce que ça veut dire anticonstitutionnel ? Qu'est-ce qu'il l'est, qu'est-ce qu'il l'est pas ? Parce que j'ai écouté le concepteur du programme Espoir RIC, Raoul Maniberton, chez Elisabeth Quint de 28 minutes. Enfin, 28 minutes. Et à côté de lui, il y avait une constitutionnaliste qui dit « Mais en fait, vous n'avez pas le droit de faire ça. » Elle dit d'ailleurs « De Gaulle non plus n'avait pas le droit de faire ça. » Mais est-ce que Nicolas Sarkozy, il avait le droit d'enlever la haute trahison de la Constitution ? Voilà. Qu'est-ce que c'est avoir des droits et avoir le droit ? Moi, je ne sais pas encore, puisque j'ai que le droit d'élire et je ne suis pas sûre d'aller voter, d'aller élire, parce que je pense que j'ai pas encore fait j'ai pas pris ma décision. Déjà, Marine Le Pen peut encore, et Emmanuel Macron aussi, peut encore signer l'acte notarié, qui est un acte crédible, qui fait que j'ai pas besoin vraiment d'y aller à la confiance, en fait. J'y vais avec la certitude qu'il se passera quelque chose en termes de sanctions si avant le 12 juin, le décret, il n'est pas posé. Déjà, il se passera des choses. Mais au-delà de ça, j'essaie de me rappeler que voilà, je suis peut-être pas positionnée, mais j'ai pas très envie d'y aller, quoi. Pour élire, pour voter blanc,
Donc je me concentre sur l'après et je me dis mais il y a les législatives qui sont bien plus importantes, même si Emmanuel Macron repasse en fait. Aujourd'hui, s'il a été aussi puissant contre nous, c'est parce qu'il a un Parlement aussi puissant. Parce que, alors c'est pas la seule raison, hein, mais quand il gouverne par décret, s'il a un Parlement un peu plus, j'allais dire démocratique, mais non, on va dire un peu moins à sa botte, peut-être que certains députés peuvent s'allier les uns avec les autres pour une motion de destitution, par exemple. Comme à un moment, on avait parlé M. Asselineau. Bon, voilà. Mais même là, je ne me fais pas non plus trop d'espoir. Et je ne vous cache pas que mon vrai dilemme en ce moment, c'est est-ce que je me présente plutôt sur une candidature citoyenne et je rejoins le mouvement, notamment par les Gilets jaunes, qui essayent de dire présentons-nous avec des candidatures citoyennes, avec des plateformes, dans nos réseaux. On sait comment on peut amener l'élan démocratique dans le Parlement. On se connaît les uns les autres, on a fait des assemblées, on a utilisé les ateliers de réécriture, des moments de votation, le débat. Il y a même des plateformes qui existent où on peut s'inscrire comme candidature citoyenne pour ensuite revenir poser la question à ceux qui vous ont élu. Je pense à Décidons nous-mêmes, qui est la suite de Décidemos et France Démocratie Directe. Voilà, si vous êtes parlementaire, vous pouvez aller regarder ce que vos électeurs pensent, veulent proposer ou refusent et vous positionner selon vos électeurs. Si le Parlement était rempli de députés qui réfléchissent comme ça, déjà on aurait fait un pas énorme. Comme je suis lucide et que je ne pense pas que ça arrivera pour juin 2022, là, je me dis que je vais aussi reparticiper à une votation citoyenne. Merci Emma. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la partager sur tous les réseaux. Et François appartient à ses lecteurs essentiellement grâce à vos dons. Pour cela, il faut aller sur françois.fr/soutien. Merci beaucoup. À bientôt Emma. Au revoir à tous.